Venons-en aux mathématiciens. L'un d'entre eux, Maillet, a fait une première enquête sur leur méthode de travail. En particulier, il posait déjà une question célèbre, celle du rêve mathématique, car on avait souvent suggéré que la solution de problèmes ayant défié les recherches pouvait apparaître en rêve. Quoique n'affirmant pas l'absolue inexistence des rêves mathématiques, l'enquête de Maillet montre qu'il n'en existe guère d'exemples directs, du moins si nous ne faisons figurer dans cette catégorie que les cas où on a le souvenir précis du raisonnement pendant le sommeil, et que nous mettons à part les cas où un résultat vous apparaît soudain au réveil, cas que nous examinerons plus loin. La seule observation remarquable est rapportée par l'éminent mathématicien américain Leonard Dickson, lequel peut affirmer positivement son exactitude. Sa mère et la sœur de celle-ci étaient rivales au lycée en géométrie et avaient passé une longue soirée à chercher sans succès la solution d'un certain problème. Pendant la nuit, sa mère en rêva et commença à exposer la solution à haute et intelligible voix. Sa sœur, l'entendant, se leva et prit des notes. Le lendemain matin, en classe, la rêveuse se trouvait avoir la solution juste, sans la connaître elle-même. Cette observation, importante à cause de la personnalité de celui qui la rapporte et par la certitude avec laquelle elle est rapportée, est des plus extraordinaires. En dehors de cela, la plupart des 69 correspondants ayant répondu à Maillet sur cette question n'ont jamais eu de rêve mathématique, moi non plus, ou rêvent de choses parfaitement absurdes, ou bien ont été incapables de déclarer précisément de quoi ils se trouvaient rêver. 5 d'entre eux rêvaient de discussions parfaitement enfantines. Il y eut une réponse plus positive, mais il est difficile d'en tenir compte, car l'auteur en demeura anonyme. Un phénomène est certain, et je puis répondre de son absolue certitude, c'est l'apparition soudaine et immédiate d'une solution au moment même d'un réveil soudain. Ayant été réveillé très brusquement par un bruit extérieur, une solution longuement cherchée m'apparut immédiatement, sans le moindre instant de réflexion de ma part, fait assez remarquable pour m'avoir frappé de façon inoubliable et dans une voie entièrement différente de toutes celles que j'avais tenté de suivre auparavant. Bien entendu, un tel phénomène, dont je suis parfaitement sûr dans mon propre cas, est à mettre à part et nous en reparlerons. Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur l'enquête de Maillet car une autre plus importante fut entamée quelques années plus tard par plusieurs mathématiciens, avec l'aide de Claparède et d'un autre éminent psychologue genevois, Flournoy, enquête qui fut publiée dans le périodique L'Enseignement mathématique. Un questionnaire extensif fut diffusé, consistant en un peu plus de 30 questions. Ces questions, qui comprenaient le rêve mathématique, appartenaient aux 2 genres de méthodes d'investigation que nous avons déjà différenciées, certaines étant objectives, autant qu'un questionnaire peut l'être. Par exemple, on demandait aux mathématiciens s'ils étaient influencés par les bruits et jusqu'à quel point, ou par les conditions météorologiques, s'ils considéraient comme utiles ou nuisibles les activités littéraires ou artistiques. D'autres questions étaient d'un caractère plus introspectif et pénétraient plus directement et plus profondément dans la nature du sujet. On demandait aux auteurs s'ils s'intéressaient fortement à la lecture des œuvres de leurs prédécesseurs, ou si, au contraire, ils préféraient étudier directement les problèmes par eux-mêmes, s'ils avaient l'habitude d'abandonner un problème pendant un temps pour ne le reprendre que plus tard, ce que personnellement je fais dans de nombreux cas et que je recommande toujours aux débutants qui me consultent. On leur demandait surtout ce qu'ils pouvaient dire de la genèse de leur principale découverte. En lisant ce questionnaire, on peut remarquer l'absence de certaines questions, même quand elles sont analogues à d'autres qui ont en fait été posées. Par exemple, en demandant aux mathématiciens s'ils faisaient de la musique ou de la poésie, le questionnaire ne mentionnait pas l'intérêt possible pour d'autres sciences que les mathématiques. En particulier, la biologie, comme avait l'habitude de le faire remarquer Hermite, peut être une étude fort utile même pour des mathématiciens car des analogies cachées et finalement fécondes peuvent apparaître entre les processus de ces 2 genres d'études. De même, en posant des questions sur l'influence des conditions météorologiques ou sur l'existence de périodes d'exaltation ou de dépression, on n'y posait pas de questions plus précises sur l'influence de l'état psychologique du chercheur, et en particulier sur les émotions par lesquelles il pouvait se trouver passé. Cette question est d'autant plus intéressante qu'elle a été examinée par Paul Valéry dans une conférence à la Société de philosophie, où il a suggéré que les émotions ont évidemment des chances d'influencer la production poétique. Or, quelque probable qu'il puisse sembler à première vue qu'un certain genre d'émotions puisse favoriser la poésie parce qu'elles trouvent plus ou moins leur expression en poésie, il n'est pas certain que la cause évoquée soit la vraie, ou tout au moins qu'elle soit la seule. En vérité, je sais par expérience personnelle que des émotions puissantes peuvent favoriser des genres complètement différents de création mentale, par exemple la création mathématique, et, à ce sujet, je serais d'accord avec la curieuse déclaration de Donou. Dans les sciences même les plus sévères, aucune vérité n'est éclose du génie des Archimèdes et des Newtons sans une émotion poétique et je ne sais quel frémissement de la nature intelligente. De plus, la question la plus essentielle
je veux dire celle concernant la genèse de la découverte, en suggère une autre, laquelle n'est pas mentionnée dans le questionnaire, quoique son intérêt soit évident. On demandait aux mathématiciens comment ils avaient réussi. Il n'y a pas que des succès, il y a des échecs, et les raisons d'échec seraient pour le moins aussi importantes à connaître. Ceci a un rapport avec la critique la plus importante que l'on puisse formuler à propos d'enquêtes comme celle de Maillet ou de Claparède et Flournoy. En fait, de telles enquêtes sont sujettes à une cause d'erreur qu'elles ne peuvent guère éviter. Qui peut-on considérer comme mathématicien, et surtout comme mathématicien dont les processus créateurs sont dignes d'intérêt? La plupart des réponses parvenues aux enquêteurs venaient de gens déclarés mathématiciens, dont les noms sont maintenant complètement inconnus. Ceci explique pourquoi on n'a pas pu leur demander les raisons de leurs échecs, dont seuls les hommes ayant un certain nombre de succès à leur actif osent parler. Dans les enquêtes que j'ai citées, j'ai tout juste pu trouver un ou deux noms significatifs, comme celui du physico-mathématicien Boltzmann. Des maîtres comme Appel, Darboux, Picard, Painlevé n'ont pas répondu, ce qui fut peut-être une faute de leur part. Comme, pour cette raison, la plupart des réponses aux enquêtes de Maillet et de l'enseignement mathématique avaient un intérêt secondaire, il m'est venu à l'idée de soumettre certaines des questions à un homme dont la création mathématique est une des plus audacieuses et pénétrantes, à savoir Jules Drach. Certaines de ses réponses étaient particulièrement suggestives, tout d'abord en ce qui concerne la biologie, à laquelle, comme Hermite, il attache beaucoup d'intérêt, et surtout en ce qui concerne les études de ceux qui ont fait des découvertes avant lui. C'est une question pour laquelle il semble que, même parmi les hommes qui sont des mathématiciens nés, il peut exister des divergences mentales importantes. Les historiens de la vie étonnante d'Évariste Galois nous ont révélé que, d'après le témoignage d'un de ses camarades de classe, même au lycée, il détestait lire les traités d'algèbre parce qu'il ne pouvait y trouver les traits caractéristiques des inventeurs. Or, M. Drach, dont le travail se trouve en outre en relation étroite avec celui de Galois, a le même point de vue. Il désire se référer toujours à la forme même que les auteurs ont donnée à leur découverte. Au contraire, la plupart des mathématiciens qui ont répondu au questionnaire de Claparède et Flournoy préfèrent, quand ils étudient des œuvres antérieures, y réfléchir et les redécouvrir par eux-mêmes. C'est là mon point de vue, de sorte que je peux citer au moins le cas d'un chercheur, à savoir moi-même.